Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Coactis Santé sur le thème Les épilepsies sévères, des pistes pour outiller les professionnels de santé. Il s'adresse à vous, professionnels de santé, pour vous accompagner dans votre pratique auprès des patients en situation de handicap. Je suis Emmanuelle Dalseco, je suis journaliste, spécialiste du handicap depuis une vingtaine d'années et on est ensemble pendant une petite heure. Je précise que ce webinaire est traduit en langue des signes française et sous-titré. Je remercie d'ailleurs les deux interprètes et les équipes techniques qui nous accompagnent aujourd'hui. Vous pouvez vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. On a deux personnes qui y répondront. On va essayer de s'accorder une dizaine de minutes à la fin du webinaire pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et ben voilà, et ben c'est parti. Donc on est parti du constat qu'il y avait à peu près 700 000 personnes en France qui étaient atteintes d'épilepsie. Pour 30% d'entre elles, aucun traitement n'est totalement efficace. Cette pharmacorésistance crée une situation de handicap à des degrés variables. Alors comment, quand on est un professionnel de santé, on peut apporter des réponses pertinentes à cette patientèle? Le sujet semble vous intéresser puisqu'aujourd'hui vous êtes à peu près un peu plus, même de 1000 personnes à nous suivre. Je vais vous présenter tout d'abord mes deux intervenantes. On a d'abord le docteur Cécile Sabourdi, qui est neurologue dans une structure spécialisée dans les épilepsies sévères, la TEP, et ensuite le docteur Laure Genet, qui est médecin généraliste de formation et médecin coordonnateur au sein d'une maison d'accueil spécialisée. Avant de vous donner la parole, je vais quand même vous expliquer un peu les outils de Coactis Santé. C'est une association qui a été créée en 2010, qui agit pour améliorer l'accès à la santé et aux soins des personnes en situation de handicap. Elle développe des actions de sensibilisation tout au long de l'année et elle s'appuie sur deux solutions concrètes, HandiConnect et Santé BD. Je- La première, c'est Santé BD. C'est des BD qui sont destinés à toute personne ayant des difficultés de compréhension. Elles sont également très utiles pour les professionnels parce qu'elles peuvent constituer des outils de médiation et de communication avec leurs patients. Elles permettent notamment de préparer un rendez-vous médical, un examen ou d'informer sur une maladie ou un trouble en conjuguant des images et des textes simplifiés, ce qu'on appelle le FALC. L'objectif étant pour les patients de diminuer ces appréhensions, mais aussi de proposer un outil de communication entre le praticien, le patient et ses aidants. Il y a plus de 80 thèmes qui ont été déjà abordés, dont une cinquantaine sont traduits dans 5 langues. Si on fait un peu le focus sur l'épilepsie sévère, on a deux santé BD qui peuvent s'en approcher, c'est l'EEG et la douleur. Ensuite, Coactis met aussi à disposition des familles une banque d'images qui regroupe plus de 20 000 images au total qui sont téléchargeables sur le site santebd.org et qui permettent de créer sa propre BD personnalisée et de l'adapter au handicap de chaque patient. Il y a beaucoup de dessins sur l'épilepsie, sur la crise d'épilepsie, donc voilà, c'est un outil très, très précieux. Ensuite, il y a un second outil, c'est plus destiné aux professionnels de santé, c'est HandiConnect. Cette solution permet de vous outiller, aussi de vous donner des conseils très concrets pour accueillir des patients en situation de handicap. Il propose un annuaire de formation et permet aussi une expertise lorsque vous avez besoin d'un conseil avec des spécialistes qui peuvent vous répondre assez facilement. Sa plus-value, c'est les fiches que vous voyez à l'écran. C'est des fiches très pratiques, très synthétiques, qui peuvent faire 3 ou 4 pages, qui sont disponibles sur différents thèmes, gratuitement, évidemment. Handiconnect.fr donc met à votre disposition à peu près 80 fiches. Et sur les épilepsies sévères, on en a édité 5, notamment portant sur les facteurs de risque et la survenance de crise. Donc là, vous en avez déjà 4. Voilà, une cinquième. Ces fiches, elles sont rédigées par un groupe pluridisciplinaire. Donc là, bon, il y a pas mal de noms, c'est un peu difficile à lire, mais donc ça regroupe des professionnels de santé, de l'accompagnement, des associations de personnes handicapées. Voilà pour ce rapide tour d'horizon des actions de Coactis Santé. Et pour commencer ce webinaire, on s'est dit que c'était quand même assez important de donner la parole aux personnes concernées, en l'occurrence à leurs proches.
On a fait une petite vidéo avec Françoise Thomas-Vialette, qui est la maman de 3 adultes dont l'aîné a une épilepsie sévère depuis sa première année de vie, des troubles du neurodéveloppement qui sont dus à une maladie rare due à une mutation génétique et qui provoquent une épilepsie, je l'ai déjà dit. Elle s'est rapidement engagée dans le milieu associatif. Elle participe à plusieurs associations pour venir en aide aux enfants et aux adultes atteints d'épilepsie sévère. Donc, elle est experte bénévole depuis 20 ans au sein de EPI, qui signifie Épilepsie, Progression, Intégration, qui est une association régionale en Rhône-Alpes, de la Fédération des EFAP Épilepsie, et elle a créé EPI, puis EFAP, bon, il y a beaucoup de noms un peu techniques, Épilepsie, avec d'autres proches aidants. On se retrouve dans 5 minutes chrono. Je suis bénévole depuis plus de 20 ans au sein d'EPI, association régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, où j'habite, et dans la fédération EFAP. J'ai créé EPI puis EFAP avec d'autres bénévoles concernés par l'épilepsie sévère de leurs proches, parce qu'on avait besoin de solutions pour nos enfants et adultes. Je suis mère de 3 adultes maintenant, dont l'aîné a une maladie rare, due à une mutation génétique lui provoquant une épilepsie sévère depuis sa première année de vie. Et aussi des troubles du neurodéveloppement et d'autres troubles somatiques. Mon engagement associatif correspond au besoin de développer des solutions pour ma fille et les autres enfants et adultes handicapés par des épilepsies sévères. L'impact le plus évident, c'est les crises d'épilepsie qui perturbent sa vie. Il y a celles que nous voyons, avec un risque de chute qui peut avoir des conséquences allant du simple bobo bénin à une fracture et par exemple sa clavicule qu'on n'a jamais pu réparer. Elle a aussi donc des risques de commotion cérébrale, mais avec moins d'une chute sur le crâne par an, elle ne s'astreint pas au port d'un casque quotidien. Et depuis l'adolescence, elle a des crises longues qui peuvent nécessiter un protocole benzodiazépine pour l'arrêter. On a fait plusieurs centaines de Valium intrarectal, et maintenant on est passé avec grande joie au bucolam, qui est beaucoup plus respectueux de son intimité et beaucoup plus facile à administrer en tout lieu. Voilà, ça c'est les crises visibles. Il y a aussi toutes les crises qu'on ne voit pas mais qui perturbent sa vie. Le stimulateur du nerf vague avec autostime qu'elle porte depuis 2 ans en détecte une 40aine par jour, ce qui est quand même important. Tout ceci a eu un impact sur son développement, avec des troubles du neurodéveloppement, qu'il faut bien vivre aussi en association avec l'épilepsie. Et l'épilepsie sévère, c'est tout ça à la fois, les crises, les troubles cognitifs, les troubles du neurodéveloppement, la fatigabilité, la perception de soi, les stigmates des crises. Et avec une plurithérapie quotidienne à vie. Il y a 41 ans, la remplaçante du pédiatre n'a pas compris que le papa lui décrivait un syndrome de West. Donc il y a eu un retard de diagnostic avec un probable impact sur le développement du cerveau de ce bébé de quelques mois. Les généralistes et pédiatres sont en première ligne, mais ils n'ont pas vu toutes les formes de crise d'épilepsie. Et ils ont souvent du mal à comprendre ce qu'on leur raconte. À chaque nouveau médecin, j'explique la maladie rare de ma fille, son traitement permanent. Par exemple, très vite, ma fille n'a plus pu supporter les médicaments en sirop qu'elle vomissait. Un pédiatre consulté pour une otite ne m'a pas prise au sérieux quand j'ai demandé des comprimés et m'a prescrit du sirop. Heureusement, un gentil pharmacien transcrit l'ordonnance avec des comprimés. Il faut prendre au sérieux les difficultés que peuvent avoir ces enfants qui sont soumis à une médication quotidienne quand ils ont des difficultés pour avaler tel ou tel galénique. Lorsque ma fille était toute petite, son pédiatre m'a expliqué comment lui donner le Rivotril, qui est extrêmement amer, en le mettant au bout d'une cuillère de miel pour leurrer les papilles gustatives du bout de la langue. Et c'est maintenant un truc que je partage avec les jeunes parents qui ont des difficultés pour donner ce médicament à leurs enfants. C'est tout simple, et ça marche. Filmer. Aujourd'hui, on a tous un smartphone dans notre poche. Ça permet de sauter la barrière des mots et d'être plus parlant que les mimes. Et ça aurait probablement pour notre fille permis un diagnostic beaucoup plus précoce. Le dialogue avec les parents reste indispensable, mais ils n'ont pas le vocabulaire médical.
pour dire ce qu'ils observent. Par contre, il faut les croire quand ils parlent du vécu avec la maladie, avec les traitements. Ils ont un vrai savoir expérientiel qu'il faut utiliser. Faisons alliance. Je résumerai en disant hypervigilance et anticipation. Je dois pouvoir interrompre ce que je fais instantanément, dès que j'entends une crise de ma fille, que ce soit pour 2 minutes pour gérer une crise où elle reprend tout de suite son activité, une demi-heure si je dois lui donner un protocole, et peut-être 2 jours si on la transfère à l'hôpital. Notre vie est aménagée pour diminuer les risques de crise, les conséquences en fait traumatiques possibles, et aussi pour être alerté à chaque crise. On est toujours en lien auditif avec elle, et on gère les moments les plus délicats comme la douche ou le bain en étant très proche. Et surtout, on dort mieux depuis qu'on utilise un détecteur de crise nocturne. On ne sort pas sans emporter une pipette de Bucolam, un aimant de stimulateur. Dans la voiture, il y a le nécessaire pour une sieste. Et on emporte toujours au moins 24 heures de traitement, même si on part quelques heures parce qu'on n'est pas à l'abri d'un aléa. On ne peut pas se permettre de rater une prise. 3 fois dans sa vie, on a oublié. 3 fois, elle a eu un état de mal. 5 heures après l'oubli. En résumé, on est organisé pour que son épilepsie ait le moins de conséquences graves possibles. À chaque hospitalisation, je suis avec ma fille et on me prend pour une mère surprotectrice jusqu'à la première crise. Les chambres d'hôpital ne sont pas du tout sécurisées pour des crises d'épilepsie, les barrières de lit sont plus dangereuses qu'autre chose et les infirmières ont autre chose à faire qu'à gérer une déambulation post-crise. Vous retrouverez l'intégralité du témoignage dans le chat. On vient juste de mettre un lien. Docteur Sabourdi, je vais commencer par vous. Est-ce que je la vois plus? Est-ce elle est à l'écran? Je suis là. Oui, d'accord. Donc, vous êtes docteur Cécile Sabourdi, vous êtes neurologue dans une structure spécialisée dans les épilepsies sévères qui s'appelle l'ATEP, à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'épilepsie sévère, pourquoi il faut dire les épilepsies sévères et sa prévalence et ses liens avec d'autres, enfin certaines maladies rares ou d'autres pathologies? Tout à fait. Alors, avant de parler d'épilepsie sévère, c'est important quand même effectivement de partir de ce qu'est l'épilepsie, hein. Ça, c'est la définition de la Ligue internationale contre l'épilepsie, qui par la maladie épilepsie, ce n'est pas que des crises, comme l'a dit Madame Thomas-Violette, hein. Donc, c'est le fait qu'il existe une maladie sous-jacente qui entraîne une prédisposition durable à générer des crises. Donc, c'est ça, d'une part. Et d'autre part, c'est toutes les conséquences, et ça c'était très important, toutes les conséquences cognitives, comportementales, psychologiques et l'impact sur la qualité de vie qui caractérise l'épilepsie. On a des données assez récentes d'une publication qui parle d'environ 680 000 personnes en 2020 qui avaient une épilepsie en France. On est à peu près autour de ça. Et du coup, effectivement, l'épilepsie sévère, on va le voir sur la diapositive suivante, ça va correspondre à uniquement une partie de ces personnes qui présentent une épilepsie. C'est-à-dire c'est un consensus d'experts qui a défini les épilepsies sévères comme étant soit celles qui résistent au traitement, et on estime que les épilepsies pharmacorésistantes, dans le jargon technique, concernent environ un tiers des patients, alors à chaque fois c'est et ou, des épilepsies qui entraînent un handicap sévère, ce handicap qui va être lié non seulement à la fréquence des crises, hein, comme l'a bien dit le témoignage précédent, mais également en fait le handicap lié, et on va le voir juste après, à la maladie sous-jacente qui crée, excusez-moi, vous avez été trop vite, à la maladie sous-jacente qui crée toutes ces crises. Et enfin, en fait, du coup, tout cela, ça entraîne ce handicap. Donc, les maladies sous-jacentes, là, il y a une liste qui est non exhaustive et je vais essayer de vous l'expliquer avec un schéma qui est juste après. Ce qu'il faut bien comprendre, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que
les crises, c'est finalement la face immergée de l'iceberg. Les crises correspondent à une traduction, c'est la traduction d'une hyperexcitabilité cérébrale, et cette hyperexcitabilité, elle est en lien avec une maladie sous-jacente. Et en fait, il y a des centaines, même des milliers de maladies sous-jacentes qui vont pouvoir entraîner des crises. Et là, l'exemple que j'ai pris, c'est c'est l'exemple de ce qu'on appelle les encéphalopathies développementales épileptiques, qui est un concept assez récent, mais qui explique bien, en fait, qui correspond à la plus grosse partie des épilepsies sévères. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. C'est-à-dire que une maladie initiale, en fait, qu'on voit là, sur l'écran, qui est liée soit à une malformation cérébrale, à des anomalies génétiques généralement. Donc cette maladie qui est présente finalement la plupart du temps depuis la naissance va entraîner non seulement des anomalies, une hyperexcitabilité qui va se traduire sous forme de crise, mais également va entraîner un handicap qui va se traduire par un ralentissement du développement et ou des troubles neurodéveloppementaux, comme on va le voir. Et c'est finalement l'ensemble de cette situation qui va entraîner la maladie sévère, c'est-à-dire il y a non seulement effectivement les crises, mais également les troubles du neurodéveloppement qui sont liés à cette maladie sous-jacente, qui sont très fréquents, qui sont les troubles du développement intellectuel, des troubles du spectre autistique, et où à chaque fois des troubles du langage oral, de la coordination, des troubles spécifiques des apprentissages. Donc on peut trouver ces éléments-là. On peut trouver aussi des troubles psychiques, avec notamment souvent des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil qui peuvent aussi interférer avec les troubles psychiques, des troubles moteurs, des troubles digestifs, toute une panel de troubles qui sont liés souvent à la maladie sous-jacente, qui va donner l'ensemble de ces troubles. Alors pas tous, hein, c'est des exemples que je vous ai proposés, mais également des crises en même temps. En plus de tous ces éléments-là, donc diapositive suivante, on a des éléments qui sont liés aux polythérapies médicamenteuses qui peuvent aggraver un certain nombre de ces éléments, et aussi tous les facteurs environnementaux et les facteurs éducatifs sociaux qui interfèrent dans la présentation de la personne. Donc les épilepsies sévères, c'est tout un groupe de maladies. Donc, je vais donner l'exemple effectivement d'épilepsies sévères qui sont liées à des maladies qui débutent finalement dès la naissance, mais on peut aussi présenter des épilepsies sévères avec des pathologies arrivées plus tard dans la vie, comme des gros traumatismes crâniens, des séquelles qui peuvent entraîner également des éléments. Mais c'est vrai que j'ai insisté sur cet aspect d'encéphalopathie épileptique parce que on le voit bien actuellement, c'est une des grosses causes d'épilepsie sévère. Comme on commence à bien comprendre maintenant ce qu'on a mis du temps, ce qu'on a mis du temps à savoir, mais ce que effectivement les aidants savaient très bien, c'est que c'est pas que les crises, et qu'il y a effectivement tous ces troubles associés qui constituent le handicap et les difficultés de prise en charge. Est-ce qu'il est difficile de repérer l'épilepsie sévère, c'est le jeune enfant? Et quel est le parcours de soins, en particulier le rôle du neurologue? Alors du coup, c'est effectivement ce que raconte Madame Thomas-Vialette. Le parcours de soins, alors vous enverra, je pense, ensuite dans le chat les références. Il y a la FAES a publié en 2023 un parcours de soins très détaillé sur l'enfant et l'adulte présentant une épilepsie et détaille bien les différentes situations et les moments d'intervention des différents professionnels comment dire, euh, en différenciant des situations simples, complexes et très complexes, et les niveaux en fait de soins associés. Alors finalement, le parcours de soins, il commence à peu près pareil pour l'enfant et l'adulte. C'est un passage auprès des professionnels les plus proches. Donc ça peut être le pédiatre, le médecin scolaire, si on parle des enfants, le pédiatre, le médecin scolaire, le médecin urgentiste, qui va être
suspecter la première fois le diagnostic et ensuite, en fonction de sa suspicion, orienter vers le neuropédiatre ou le centre de référence dont il dépend. Alors, de plus en plus, enfin, le maillage français est quand même très bien fait et justement le parcours de la l'HAS décrit bien les différents passages de niveau 1 à niveau 2 qui sont importants. Alors la difficulté initiale à laquelle faisait référence Madame Thomas-Violette, c'est de diagnostiquer des manifestations qui sont parfois assez subtiles comme étant des manifestations de crise. Et du coup, c'est pour ça que je la rejoins, c'est l'intérêt pour un professionnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une crise, c'est un phénomène qui est stéréotypé, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est relativement bref, qui dure peu de temps, généralement largement moins d'une minute, qui a un début, une fin brusque et qui est stéréotypé, c'est-à-dire qui a tendance à revenir de la même manière. Donc du coup, finalement, si un professionnel, un parent, un aidant, un professionnel de soins ou un professionnel éducatif se trouve face à un enfant ou un adulte qui présente de manière répétée des épisodes comme ça, qui suspectent crise, eh ben, le premier réflexe à avoir, c'est effectivement de les documenter. Et la vidéo nous a vraiment a changé notre façon de travailler. Il ne faut vraiment pas hésiter à prendre des vidéos, plusieurs vidéos dans des situations différentes, à bien noter les circonstances dans lesquelles surviennent ces phénomènes et à interpeller un professionnel du soin. Ça, c'est pour les aidants. Pour le professionnel de soins, là aussi, je rejoins Mme Thomas-Violette, il faut savoir écouter. Même les crises, parfois, peuvent se révéler de manière assez étrange. Et donc, il faut savoir effectivement être attentif à ces aspects-là, c'est-à-dire l'apparition de choses répétées qui surviennent, et particulièrement si c'est associé à une modification de la courbe développementale qui doit, ça, les médecins le savent bien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très attentif à la survenue de phénomènes paroxystiques associés à une rupture dans la courbe développementale. Ça doit forcément attirer l'attention et inciter à faire des examens complémentaires. Alors, quelle est la spécificité de l'Institut de la tête dans lequel vous travaillez? Alors, l'Institut de la TEP, c'est un établissement, un vieil établissement qui est de plus de 150 ans, situé dans la Drôme, à Tain-l'Hermitage, qui est effectivement spécialisé de longue date dans la prise en charge des personnes avec épilepsie sévère. Et pour faire simple et court, deux de ses grandes particularités, c'est une, d'être un recrutement national, contrairement à beaucoup d'établissements qui ont des recrutements purement régionaux, et d'avoir en fait deux versants, c'est-à-dire un versant sanitaire, dans lequel on appelle le centre de lutte contre l'épilepsie, dans lequel on a plusieurs services dédiés à, en gros, des évaluations d'épilepsie sévère et des réflexions sur des séjours qu'on a la chance de pouvoir faire relativement prolongés, sur des orientations professionnelles, des associations à des troubles psychiques. Donc ça, c'est le versant sanitaire. Et on a aussi un établissement avec des établissements médico-sociaux, puisque on a sur le site deux femmes, donc deux foyers d'accueil médicalisés, une masse et deux EHPAD, avec essentiellement des personnes avec épilepsie sévère dans ces établissements médico-sociaux. Et alors, quels sont les points de vigilance à connaître pour les professionnels, les soignants qui exercent en ville? Alors, on pense aux médecins généralistes, aux dentistes. Alors, du coup, j'ai envie de dire plusieurs points de vigilance. Le premier, c'était effectivement, quand je vous disais, celui que je viens d'aborder avant, c'est on vient me solliciter pour des phénomènes stéréotypés, garder en tête que ça pourrait être des crises et effectivement chercher à documenter les choses. Ensuite, donc, je dirais, écouter bien les aidants, les professionnels, se mettre d'accord sur les termes utilisés. Madame Thomas-Violette a travaillé dessus là, dans un établissement sur lequel elle intervenait. C'est-à-dire que c'est important de se mettre d'accord sur souvent ce que nous, par exemple, on entend sous une terminologie. Par exemple, j'utilise le terme d'absence.
pour nous, le terme d'absence a une signification très particulière qu'il n'a pas forcément dans la vie quotidienne. Et donc, c'est important quand on va être amené à soigner, enfin, à prendre en charge quelqu'un avec une famille ou avec des professionnels de santé, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle trouble du comportement, qu'est-ce qu'on appelle absence, vraiment de manière à ce qu'on ait un langage commun. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, il va vraiment falloir être très, très vigilant. C'est donc des personnes à toutes les comorbidités dont je vous parlais. Alors, forcément, c'est un peu rapide, mon intervention, et c'est survolé, mais on a vu qu'il y avait des comorbidités importantes et donc il faut effectivement être attentif à, dès qu'on va être amené à vouloir mettre un nouveau médicament, toujours se méfier des interactions médicamenteuses. Si on décide d'utiliser un nouveau traitement, un traitement psychotrope, savoir le réévaluer, c'est-à-dire savoir exactement pour quelles raisons on souhaite mettre ce traitement psychotrope et se mettre d'accord avec les aidants et l'équipe sur les signes qu'on cherche à faire disparaître ou à améliorer et réévaluer ça vraiment de manière formelle quelques temps après, parce ça nous arrive souvent d'être face à des couches de médicaments rajoutés sans qu'ils aient été enlevés. Donc ça, c'est la première chose, être vraiment sensible à des comorbidités. On sait que c'est des patients qui vont être plus sensibles, par exemple, à l'ostéoporose. Donc, pensez vraiment à ces aspects-là. Pensez aux aspects pour les personnes adultes, à la notion de contraception et aux interactions entre certaines contraceptions et certains médicaments. Pensez à discuter l'évaluation de la douleur et donc aussi à utiliser des communications adaptées et prendre le temps finalement sur la consultation pour utiliser les outils, par exemple les outils que vous avez présentés, des outils de communication adaptée, du FALC pour pouvoir discuter avec le patient s'il a une communication et détecter effectivement les aspects douloureux. Enfin, c'est vraiment des vigilances importantes. Donc, je résume vraiment. Et ça, enfin, c'est des points qu'on va aussi aborder avec le docteur Laure Genet. Euh, J'ai encore une question. Vous insistez beaucoup sur le passage à l'âge adulte. En quoi est-ce que c'est un moment critique, enfin en tout cas important, sur lequel il faut être vigilant? Alors, c'est important parce que alors, c'est des choses qui sont, là encore, j'incite les gens à aller voir les très beaux documents qui a été fait aussi par l'HAS sur le passage entre l'enfance et l'âge adulte. Euh, important parce on est amené à définir des objectifs différents. C'est déjà un changement d'équipe de soins. Donc, c'est un changement pour une famille qui s'est habituée de longue date à une équipe. C'est un changement pour le patient. Donc, il faut prendre le temps de vraiment prendre ce temps et se découvrir avec soit une consultation commune, soit vraiment un courrier dédié d'adaptation. Et c'est aussi le moment de rediscuter éventuellement avec la famille et les aidants de nouveaux objectifs. C'est-à-dire souvent quand on est face à une épilepsie sévère qui a débuté dans la petite enfance, il y a un premier temps vraiment qui va être axé sur le fait de traiter les crises, de lutter avant tout contre les crises, et puis les prises en charge des troubles associés, des troubles du neurodéveloppement notamment. Et ensuite, lors du passage à l'adulte, c'est important aussi de redéfinir un petit peu les objectifs avec y compris tous les autres acteurs de soins et de rééducation, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes qui interviennent autour de la personne. Ok. Est-ce qu'il existe une frange d'adultes qui sont en situation de handicap, qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont accueillis en masse, enfin, donc maisons d'accueil spécialisées, et qui sont eux-mêmes en errance? Alors, oui, c'est très probable, c'est-à-dire que la définition là qu'on est en train de discuter des épilepsies sévères et la réflexion autour des encéphalopathies épileptiques et développementales et des causes et étiologies génétiques sous-jacentes, c'est vraiment quelque chose d'assez récent. Et donc, on sait qu'il y a probablement un certain nombre de personnes qui ont ce type d'atteinte, qui sont dans des structures de soins et pour lesquelles le diagnostic n'a pas été posé, qui n'ont plus forcément de suivi. Alors, le fait de poser un diagnostic génétique à 40 ans ne change pas forcément la vie de ces personnes. Mais moi, j'incite simplement à avoir une réflexion
il y a des évolutions quelquefois qui peuvent être importantes à suivre, notamment par exemple même sur des évolutions galéniques. Madame Thomas-Violette parlait du changement et de l'amélioration de la qualité de vie que ça a été pour sa fille de passer de la forme intrarectale à une forme intrabuccale. Très probablement dans très peu de temps, on espère, il y aura une forme intranasale pour des injections d'urgence qui seront du coup beaucoup plus pratiques et peut-être aussi plus efficaces, on l'espère. Et donc du coup, c'est important de pouvoir suivre aussi l'évolution des connaissances simplement pour des aspects pratiques. Il y a quand même des nouvelles molécules qui sortent et du coup qui peuvent nettement améliorer la qualité de vie de ces personnes et notre compréhension de certaines choses qui peuvent être décisives. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est intéressant de se reposer la question sur la nécessité éventuellement d'avoir un autre regard sur ces personnes qui peuvent être en errance diagnostique depuis un certain temps. Merci, docteur. Merci à vous. Je vais maintenant donner la parole à Laure Genet. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans l'errance et ils ont eu un parcours étiologique, la poursuite du parcours n'est pas simple pour autant. On aimerait présenter un dispositif exemplaire dans la prise en charge de l'épilepsie sévère, qui est rare, mais qui peut inspirer d'autres établissements. Docteur Genet, donc vous êtes médecin généraliste de formation et médecin coordonnateur au sein de la maison d'accueil spécialisée EPI Grand Est à Dommartin-les-Toules, en Meurthe-et-Moselle, et du SAMSA, donc qui accompagne les adultes avec épilepsie sévère à domicile. Quelle est la particularité de votre MAS, donc qui est située dans le Grand Est, et comment vos résidents y sont orientés? Non. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et votre présentation de notre dispositif. Alors effectivement, on fait partie d'un dispositif EPI Grand Est qui comprend, comme vous l'avez dit, le SAMSA, qui est donc un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, la maison d'accueil spécialisée, donc EPI Grand Est, et puis le Centre national de ressources handicap rares avec épilepsie sévère. Phare. Et donc la particularité, on s'inscrit dans la filière épilepsie de l'OHS Lorraine, et la particularité de notre masse, c'est qu'on accueille vraiment des patients, donc des personnes en situation de handicap, évidemment, entre 18 et 60 ans, et qui présentent une épilepsie sévère pharmacorésistante. Certains de nos résidents également présentent des maladies neurodégénératives, mais on est vraiment spécialisé dans la prise en charge de l'épilepsie. Et donc, l'orientation dans notre maison d'accueil spécialisée se fait, alors comme pour toutes les autres maisons d'accueil spécialisées, via la MDPH, via une notification de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, ça nécessite malheureusement malheureusement, je le dis parce que le dossier est à faire, hein, il y a un volet administratif, un volet médical. Il faut le remplir pour avoir cette orientation et permettre aux personnes de proposer des séjours dans notre maison d'accueil spécialisée. On a plusieurs types d'hébergements. On peut proposer des hébergements permanents, mais également des hébergements temporaires, des hébergements en accueil de jour. L'hébergement temporaire, c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment de proposer des stages d'évaluation un petit peu particuliers. Alors, on peut effectivement proposer des séjours de répit aux personnes, mais également faire des stages d'évaluation par exemple, pour évaluer une épilepsie pharmacorésistante, pour évaluer une problématique de recrudescence de crise chez un patient épileptique connu, pour surveiller, par exemple, alors via une demande qui peut être faite par le neurologue ou par des établissements, quand la prise en charge peut être complexe d'une personne épileptique sévère. Pour éviter une hospitalisation, on peut effectivement accueillir les personnes sur des stages de 2 à 3 semaines pour évaluer les crises, leur fréquence, évaluer peut-être faire une modification de traitement qui pourrait être proposée. Et donc évidemment, on prend en compte les problématiques liées à l'épilepsie, donc la gestion des crises. On fait des enregistrements EEG sur place. On peut gérer également les troubles associés à l'épilepsie, comme le disait le docteur Sabourdi, qui sont importants. Et donc on se situe effectivement dans l'est de la France. On est un des seuls établissements dans l'est, mais il y en a, comme vous l'avez montré sur la carte tout à l'heure, il y a quand même une trentaine d'établissements et de services sanitaires ou médico-sociaux qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes épileptiques.
Et donc, je pense qu'on vous donnera les références pour trouver ces établissements. Ils peuvent être contactés pour vous donner des informations et des réponses à vos questions que vous pouvez vous poser effectivement sur l'épilepsie. Comme on le Et là, disait. là, vous parliez du centre d'évaluation. Il y en a combien de ce type en France? Alors, je vous disais, il y a une trentaine d'établissements effectivement qui sont vraiment des établissements spécialisés dans la prise en charge de l'épilepsie et qui peuvent du coup amener une certaine expertise par rapport à la prise en charge de cette pathologie qui peut être complexe et qui est surtout très. Enfin, il n'y a pas, comme on le disait tout à l'heure, hein, il n'y a pas que la problématique de la crise. Hein, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en considération dans la prise en charge de cette pathologie. Et est-ce que vous avez le sentiment que les professionnels de santé, donc au sein de ces établissements, sont suffisamment outillés et formés à la prise en charge de l'épilepsie sévère? Alors, je pense qu'on peut, non, enfin, on pourrait tout à fait améliorer les choses. Après, il y a beaucoup les appels aux établissements spécialisés à épilepsie ils sont ressources et peuvent répondre aux questions relatives à l'épilepsie et comme on le disait tout à l'heure, l'organisation de ces séjours d'évaluation au sein de structures spécialisées peuvent permettre vraiment de répondre à certaines questions et certaines difficultés et de travailler conjointement entre des équipes de masse ou d'autres établissements médico-sociaux qui ne seraient pas spécialisés dans la prise en charge de l'épilepsie. D'accord. Vous avez au sein de certains des établissements des médecins de ville, des médecins généralistes. Quel est leur rôle dans le parcours de soins? Alors, ils ont un rôle, effectivement, les médecins généralistes ou même les médecins coordonnateurs ont un rôle très important dans le parcours de soins. L'élaboration du plan de soins, d'accompagnement complet qui est convenu entre la personne, entre la famille, avec les soignants, en réponse aux besoins, toujours adapté à l'âge, au mode de vie, au projet personnel. Un rôle également d'orientation de la personne dans le parcours de soins, de planification, d'accompagnement, on en parlait tout à l'heure, dans la transition alors vers les soins, que ce soit vers les structures en milieu adulte ou alors vers les soins pour les personnes âgées également, parce que ça reste une problématique. Un rôle également très important dans l'accès aux droits, hein, la constitution du dossier MDPH, comme on en parlait tout à l'heure, pour la reconnaissance du handicap ou la reconnaissance en affection longue durée, donc en ALD de la maladie épileptique. La poursuite de l'éducation thérapeutique du patient, hein, on parlait, Madame Thomas-Violette tout à l'heure parlait des programmes de TP, qui d'ailleurs, ces programmes autorisés figurent hein, sur les sites de l'ARS de toutes les régions, hein, de chaque région en tout cas, ces programmes sont disponibles, ces programmes autorisés sont disponibles et peuvent être recherchés. Et un travail toujours. Alors nous, on a la chance au sein de notre maison d'accueil spécialisée de travailler avec un neurologue qui vient toutes les semaines et un médecin psychiatre qui vient tous les mois. Mais c'est ce travail conjoint entre le généraliste, le neurologue et le psychiatre, il me paraît vraiment indispensable pour une prise en charge complète et adaptée de la personne qui présente une épilepsie sévère. Ça permet voilà de surveiller la présence, la persistance des crises, l'observance du traitement, tous les effets éventuellement indésirables liés au traitement antiépileptique, hein, qui peuvent être des troubles de la vigilance, une surveillance biologique. On surveille également souvent le poids. Il y a des prises de poids ou des pertes de poids qui peuvent être vues. Évidemment, on surveille également avec les comorbidités qui sont fréquemment rencontrées, hein, que ce soit sur le plan psychiatrique, les troubles du sommeil, les troubles cardiovasculaires associés. Donc, c'est une surveillance très globale et très pluridisciplinaire. Je travaillais aussi en lien beaucoup avec une diététicienne parce qu'on a des patients qui sont sous régime cétogène, qui est un régime particulier qui peut être mis en place chez les personnes épileptiques sévères, hein, comme traitement antiépileptique également. Donc, ça nécessite un travail conjoint avec vraiment voilà, les neurologues, les médecins psychiatres, diététiciennes également et autres professionnels de santé.
C'est peut-être une question qu'on vous posera plus tard. On a déjà des questions à ce sujet sur la diététique et l'alimentation. On en a déjà parlé un peu avec vous, docteur Sabourdi et docteur Jeunet. En matière d'interaction médicamenteuse, est-ce qu'il y a vraiment une réévaluation régulière des traitements qui est nécessaire et de grandes précautions à prendre? Alors oui, tout à fait, c'est très très important, comme pour tout patient. Hein. D'ailleurs, la réévaluation médicamenteuse régulière, elle est très importante parce que déjà la situation clinique d'un patient évolue, la tolérance des traitements également, ses effets indésirables, et puis il peut y avoir des événements médicaux intercurrents qui peuvent survenir, qui peuvent nécessiter des modifications et ou des ajouts de traitements. Et concernant l'épilepsie plus particulièrement, le docteur Sabourdi en a parlé. C'est vrai qu'il y a des nouveaux traitements qui sortent tout de même assez régulièrement et qui peuvent vraiment apporter un bénéfice pour les patients. Donc, c'est important de pouvoir continuer, à les proposer et à pouvoir surveiller leur introduction et leur tolérance. On a évidemment une vigilance très très particulière concernant tous les traitements qui peuvent abaisser les seuils épileptogènes. Hein, donc, certains antalgiques, par exemple, certains antidépresseurs également, certains antibiotiques, comme le disait aussi Madame Thomas-Violette. Donc c'est vrai qu'il faut une vigilance particulière et il faut se reposer tout le temps la question et réévaluer très régulièrement les médicaments parce que quand on a des ordonnances avec 10 lignes médicamenteuses, on sait très bien que les interactions sont importantes, sont difficiles à gérer et donc il faut effectivement se poser la question très très régulièrement et réévaluer régulièrement, mais de manière conjointe. Moi, c'est vrai que je travaille vraiment de manière conjointe avec le neurologue, avec la psychiatre, et ça nous permet vraiment d'adapter au mieux les traitements. Et puis, oui, pardon. Non, en fait, j'ai une dernière question sur le vieillissement des personnes avec épilepsie sévère. Est-ce que ça pose de nouveaux défis, et notamment aussi la place des aidants et le vieillissement des aidants? Alors, oui, tout à fait. Hein, c'est une problématique qui est au cœur de notre réflexion actuellement. C'est vrai que l'espérance de vie des personnes que nous accompagnons, elle s'allonge et nous amène donc du coup forcément à des situations complexes de personnes âgées avec épilepsie sévère. Donc, nous, par exemple, à la maison d'accueil spécialisée Épi Grand Est, nous avons un quart, 25% de nos résidents qui maintenant ont plus de 60 ans. Donc, on constate, alors de manière assez constante chez nos patients, une majoration des troubles cognitifs après 50 ans, avec effectivement aussi un risque de chute qui augmente, avec des conséquences qui sont malheureusement souvent plus importantes que chez l'adulte jeune. Et du coup, c'est vrai que nous sommes en lien avec les EHPAD afin par exemple, de pouvoir proposer une prise en charge adaptée à ces personnes en situation de handicap vieillissante, donc avec des places dédiées, avec un travail conjoint entre nos équipes pour accompagner vraiment au mieux la personne dans la transition, le changement d'établissement s'il doit avoir lieu. Et puis, vous parliez également des familles qui avancent également en âge. Alors, nous, c'est vrai que les patients que nous prenons en charge au sein de la masse, ils sont souvent, en hébergement permanent, donc on suit les familles aussi, on les accompagne, et on voit que, oui, on est amené de plus en plus à proposer des séjours temporaires peut-être un petit peu plus longs, plus de séjours de répit, d'adapter un petit peu les choses justement pour permettre ce répit familial quand les familles vieillissent également et ont plus de difficultés à prendre en charge à domicile, ce qui est tout à fait compréhensible, et puis accompagner dans cette transition pour trouver en tout cas un lieu de vie et un établissement, éventuellement un établissement adapté à la prise en charge de leurs proches. Et vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous avez le sentiment que les médecins de ville sont un peu démunis quand ils sont amenés à accompagner des patients à domicile? Et quels conseils vous pourriez leur donner? Oui, je pense que c'est compliqué parce que ce sont des situations qui nécessitent aussi de prendre du temps, qui nécessitent une réflexion conjointe. Et donc, moi, c'est vrai que je pense qu'il est important de faire appel de ne pas travailler seul, déjà de travailler toujours de manière conjointe avec le neurologue ou avec l'épileptologue qui suit le patient, éventuellement avec le médecin psychiatre, de ne pas hésiter à mettre en place, des infirmiers libéraux pour avoir des retours réguliers sur le quotidien à domicile, solliciter également des services d'aide à la personne, c'est très important, que ce soit des SAD ou des SAMSA, comme on en parlait tout à l'heure, des services d'accompagnement médico-sociaux qui peuvent justement permettre de faire bénéficier les personnes d'évaluations pluridisciplinaires et d'être vraiment un appui
aux médecins généralistes pour la prise en charge et la coordination des soins et l'orientation dans le parcours de soins. Et puis voilà. Après, c'est vrai que c'est un suivi où il ne faut pas non plus voilà négliger la prévention, les recommandations, le suivi des recommandations vaccinales, tout ce qui est voilà les soins courants en médecine générale aussi, les suivis dentaires réguliers, suivis gynécologiques réguliers, tous les dépistages organisés qui peuvent être proposés, mais qui souvent nécessitent aussi un temps plus important parce qu'il faut accompagner les personnes. Ce ne sont pas des examens qui sont réalisables aussi facilement, entre guillemets, que dans la population générale ou qui n'ont pas la même pathologie, les mêmes troubles associés. Merci, docteur Genet. Alors, il y a Merci. beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup d'informations qui ont été proposées, divulguées. On vous propose, pour avoir toutes les ressources, les contacts, on va mettre un lien, c'est ça? Il y a un lien dans le chat qui vous sera donné et sur lequel vous retrouverez toutes les ressources. Et notamment dans les fiches HandiConnect dont je vous ai parlé au début, numéro H80 et H82, dans la rubrique pour en savoir plus, il y a aussi pas mal de contacts intéressants. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour prendre vos questions. Donc, on me dit qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Alors, quelles sont les antalgiques connues pour ne pas baisser le seuil épileptogène? Alors, C'est technique. on n'a pas trop de soucis avec les antalgiques. Le seul antalgique qu'il faut absolument éviter, c'est le tramadol. Pas de souci avec les antalgiques de type d'Afalgan, pas de souci avec la morphine non plus, ou l'Acupan, mais surtout le tramadol pour nous est par contre très très pro-épileptogène à éviter absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a une durée de sommeil optimale pour limiter l'épilepsie? Le plus, c'est mieux. Il faut dormir. Oui, il faut dormir. Après, bon, on vit, mais très clairement, la dette de sommeil est souvent un facteur favorisant, donc faut essayer de maximiser les temps de sommeil. Ah, est-ce que l'épilepsie diminue avec l'âge? Ça dépend des épilepsies. Quelles sont les recommandations sur le sommeil, on en a parlé, mais les écrans, le bruit, enfin tout ce qui pourrait être déclencheur de crise? Alors, en fait, là, pour revenir, sans m'attarder, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit au début, on est vraiment, il n'y a pas une, mais des épilepsies, et donc du coup, il n'y a pas de réponse univoque à une question comme ça. Il faut vraiment se tourner vers le neurologue qui suit la personne pour lui poser spécifiquement la question. Parce que le discours va être fonction vraiment de l'épilepsie. Dans les faits, on a de moins en moins de difficultés avec les écrans. C'était des vieux écrans qui induisaient avec avec un défilement d'écran, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc la photosensibilité est de moins en moins un problème, mais je pense que là, il faut discuter avec le neurologue en fonction de l'épilepsie. Ensuite, quel conseil donneriez-vous à un patient qui n'accepte pas sa maladie? Enfin, à sa famille ou plutôt à sa famille. C'est en fait, c'est un phénomène courant et j'ai envie de dire qui est propre à toutes les pathologies chroniques. Donc, il y a une phase, il y a une phase de déni propre à toute pathologie chronique qui nécessite une prise en charge adaptée. L'éducation thérapeutique peut être un soutien. Donc, il y a effectivement, on vous donnera la liste et puis ben, du travail. C'est du travail sur du long terme pour progresser. Mais il y a pas de. Je ne sais pas si le docteur Genet a de meilleure réponse que moi. Il y a pas de réponse miracle, en fait, hein. On est dans un accompagnement avec un soutien psychologique, un accompagnement éducatif et de l'éducation thérapeutique et du temps. Oui, non, Oui, excusez-moi, allez-y, docteur. oui, pardon, non, je disais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très individualisé. Il faut vraiment individualiser l'accompagnement, et effectivement prendre le temps, revenir sur les choses, répondre à nouveau aux questions quand elles sont posées, et effectivement laisser aussi le temps à cette acceptation et à la compréhension. Quels sont les outils de surveillance des crises pour permettre une meilleure autonomie de la personne? Alors ça, c'est une question qui est un peu complexe, hein, dans le sens où il y a beaucoup de dispositifs qui ont été proposés sur le marché et qui sont pas tous, enfin, en fait, qui répondent pas tous à la question. Donc encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des montres connectées, il y a des dépistages il
il y a des matelas également connectés, l'utilisation de babyphone, la vidéosurveillance. En fait, la question, elle va être qu'est-ce qu'on cherche à surveiller? Du coup, il faut à ce moment-là vraiment rediscuter avec l'équipe médicale pour adapter. Et c'est pas si simple que ça. Nous, c'est quelque chose, par exemple, qu'on travaille sur l'Institut Lattep pour pouvoir répondre aux questions et savoir si les crises spécifiques de la personne sont détectées par tel ou tel dispositif. Oui, tout à Les absences sont-elles aussi dangereuses que les crises convulsives? Alors, ça dépend la question, ce qu'on met sous absence, en fait. Ce qu'on appelle absence, en fait, c'est la traduction de rupture de contact, c'est-à-dire le fait de perdre de rompre le contact et de savoir ce que fait la personne pendant qu'elle rompt le contact, en fait, hein. Si vous rompez le contact alors que vous êtes en train de mettre de l'eau à chauffer sur le gaz ou alors que vous êtes en train de prendre un bain, en fait, vous pouvez vous noyer de la même manière que. Alors, on aurait tendance à dire que elles sont moins à risque, mais ça dépend vraiment de ce que vous faites, quoi. Donc, Est-ce que certains traitements font grossir? oui. Oui. La réponse est claire. Là, je ne vais pas mentir. En- fait. pour détailler un tout petit peu, je dirais, il y a un certain nombre de médicaments qui sont associés, on le sait, à des risques de prise de poids ou certains à des pertes de poids. Et on adapte, enfin, on prévient la personne, on adapte. Et s'il y a des prises de poids trop importantes, on est amené parfois à modifier le traitement à cause de ça. D'accord. Est-ce que vos établissements respectifs prennent des jeunes issus d'autres départements? Oui, oui, oui. Les deux. On a un recrutement, oui. On a un recrutement assez large, nous, effectivement, qui peut être, alors c'est souvent quand même plutôt la partie nord de la France pour nous. Donc on est sans doute un recrutement un petit peu moins large que la TEP, ça c'est sûr, mais oui, pour la partie nord, on balaye d'ouest en est, oui. Alors du coup, moi je réponds, nous on a un recrutement national, mais on a un recrutement adulte, hein. C'est à partir de 18 ans. Après, je veux juste citer, bon, on vous donnera effectivement la liste des établissements, mais il y a des établissements en France qui sont plus spécialisés dans la prise en charge d'enfants, notamment par exemple un établissement qui s'appelle Toularoite à Châteaulin dans le Finistère, qui vraiment se prend en charge les enfants en âge collège. Et puis un établissement, une MEX, une maison d'enfants à caractère social près de Toulouse, qui s'appelle Castelnouvelle. Et donc, du coup, là encore, il faut effectivement contacter l'équipe soignante pour savoir quel peut être l'établissement le plus adapté à l'enfant. Recommandez-vous la stimulation après la phase convulsive d'une crise pour minimiser le risque de mort subite? Alors, la question de la mort subite les collègues de l'équipe de Lyon avaient participé à un travail qui a permis de mettre en évidence l'importance de éventuellement euh, dans les facteurs qui améliorent, qui diminuent le risque, c'est le fait d'oxygéner quand on peut en poste juste après la crise. Et donc, du coup, effectivement, de stimuler pour reprendre une respiration, mais pas de manière. Enfin, de toute façon, quand la personne est en post-crise, on a beau la stimuler, ça diminue pas le temps de post-critique. Donc, du coup, je ne sais pas trop ce qu'avait en tête la personne qui a posé la question. Il faut respecter, enfin, il faut être présent et vérifier que la personne ne risque pas effectivement de s'étouffer. Donc, aller voies aériennes vraiment libérées, essayer de favoriser l'oxygénation en la stimulant un petit peu pour lui permettre effectivement de reprendre son souffle, si c'est ça, enfin, de reprendre un petit peu conscience le plus rapidement possible. Je ne sais pas. Ok, bah écoutez, merci pour toutes vos réponses. Alors, on a énormément de questions. Malheureusement, on doit conclure parce qu'il ne nous reste plus que 2 ou 3 minutes. De toute façon, toutes les questions que vous avez posées sur le chat, elles recevront des réponses via le site handyconnect.fr. Le replay de ce webinaire sera disponible dans les prochains jours et vous le recevrez par mail avec toutes les ressources qui ont été citées aujourd'hui.
Ce que je vous demande, vous auriez la gentillesse de répondre au questionnaire que vous trouverez dans le chat. C'est juste 30 secondes et ça nous permet vraiment d'améliorer la situation et tout ce qu'on peut vous proposer. Je vais quand même citer les partenaires sans qui Coactis ne pourrait pas déployer ces précieuses actions. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire le 30 septembre sur la thématique des personnes handicapées vieillissantes. Donc, ça sera toujours de 13 heures à 14 heures. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.